se retrouve à nouveau pour un top flop parce que j'ai pas mal lu ces derniers temps. Je pense vraiment que la première place, personne s'y attend. Je crois que je n'ai jamais entendu personne parler de ce manga, donc vous allez me dire ce que vous en pensez à la fin. Mais avant qu'on commence le top flop, je voulais vous parler de l'Attaque des Titans, le tome numéro 1, édition anniversaire que j'ai lu. Je vais le mettre hors classement parce que franchement je savais pas trop où le mettre, dans la mesure où ça n'apporte pas grand chose à l'Attaque des Titans classique, si ce n'est que bon, vous avez quelques pages couleurs à la fin, un petit bonus qui est plutôt sympa. Donc je savais pas où le mettre. Si vous avez déjà lu l'Attaque des Titans, franchement ça sert pas à grand chose mis à part pour la collecte. Donc je voulais pas être trop méchante avec ce titre, alors je le mets un peu hors classement. Ouais, ça fait plaisir de voir un petit peu de couleurs. Vous voyez, quelques planches comme ça, puis l'édition est jolie. Vous voyez, moi j'aime bien quand ça brille, donc voilà, ça fait plaisir dans la mangatech, mais honnêtement c'était pas un indispensable. Je voulais simplement le mentionner avant que le top démarre. Maintenant c'est fait, on y va. À la dernière place de mon classement, une nouveauté et j'ai pas trop accroché, c'est Six Game, histoire de deux jeunes garçons qui se sont retrouvés sans parents et sans argent, et donc ils ont dû trouver un moyen de subvenir à leurs besoins. Ils sont partis avec leur van et leurs 3 sous en poche, et pour réussir à survivre, ils ont téléchargé une application qui leur fait faire combattre des monstres. Alors pour être tout à fait honnête, déjà les isekai c'est pas trop mon truc, j'ai lu ça un peu par curiosité parce que c'était nouveau, mais j'ai pas tout compris en fait à ce qui se passait dans la suite des événements. Je trouve que c'est mal raconté, je trouve que les deux héros ne servent pas à grand chose. Franchement il y en aurait eu qu'un seul, ça aurait été pareil. On nous rajoute à la fin une nouvelle, comment dire, un nouveau personnage qui vient rajouter de l'intensité dramatique, mais honnêtement je tombe pas du tout dans le panneau. Vraiment c'est pas un titre qui m'a fait vibrer, j'ai pas du tout accroché à cette nouveauté Six Game. Peut-être que si vous êtes plus dans les isekai, pourquoi pas. Le dessin était basique, l'histoire était franchement sans plus, et les personnages, vous avez une sorte de mytho Bakugo mal fait et puis un Dazai raté, donc j'ai pas du tout accroché aux personnages, ni à l'univers, ni à rien du tout. Donc vraiment Six Game, j'ai pas du tout accroché. Ça se lit très vite en plus. Non, c'est pas très bon, je trouve. À la 9e place du classement, un titre dont Adrien a fait l'acquisition pour moi parce qu'il l'a trouvé d'occasion. Je le voulais depuis un petit moment. Colorless, j'ai lu les tomes 1, 2, 3, 4 et 5. Donc voilà, hein, il y a 6 tomes sortis à ce jour, hein, donc j'en ai déjà lu 5 quand même sur les 6. Et en fait après une éruption qu'il y a eu sur la Terre, les couleurs ont disparu et il y a un professeur, un expert des couleurs qui combat l'église parce que l'église a réussi à mettre la main sur des couleurs disparues, et puis il veut mettre aussi la main sur une jeune fille qui serait la clé pour refaire renaître les couleurs. Enfin bref, la science-fiction, je pense aussi que ça contribue au fait que je n'apprécie pas trop. Je n'ai pas aimé pour plusieurs raisons. Déjà, le dessin. Bon, le dessin, c'est très particulier, on a dû crayonner, mais ce qui fait que parfois je comprenais pas les scènes d'action qui se passaient. En plus de ça, le dessin a la particularité quand même de rendre, je trouve, tous les personnages, j'allais dire moches, mais bon ça après c'est très subjectif, mais surtout parfois pas reconnaissables. C'est-à-dire que des fois je savais plus qui était qui, si c'était le gentil et le méchant, parce que l'histoire est très particulière, hein. Les humains ont perdu leur visage, donc ils se transforment en monstres, alors des fois vous savez plus trop ce qui se passe. Alors je ne sais pas si c'est la faute du dessin ou de l'histoire, en tout cas voilà, le dessin ne me plaît pas du tout. J'ai même parfois du mal à reconnaître les personnages principaux, ce qui est quand même un petit peu embêtant. Alors par contre, ce que je trouvais très bien, c'est que parfois vous avez des planches couleurs ou bien juste des petites touches, enfin, un peu comme ça. Et vous avez juste des petites touches de couleurs. Je trouvais ça assez cool, mais néanmoins, voilà, j'ai pas trop accroché au style. Et déjà, ça fait un gros point en moins pour moi. Ensuite, les personnages principaux, franchement, aucune empathie, aucune envie qu'ils réussissent. Enfin, vraiment, on s'en fout. Enfin,
je m'en foutais complètement qu'il se fasse cramer ou pas. Le personnage principal c'est un mytho Iron Man un peu mal fait. Et l'héroïne, une mytho gun, bon, préféré Galil quoi. On a du mal à comprendre les motivations des personnages. On a du mal à comprendre leurs buts, leurs objectifs. On a du mal à comprendre le sens de leurs actions. On a du mal à comprendre les enjeux. Donc pour moi, vraiment, c'est disons une accumulation de points négatifs sur ce titre qui fait que vraiment j'ai pas du tout aimé ce qui s'est passé. Alors il y a des points positifs, bien entendu, c'est que déjà que l'histoire est originale. Je trouve très intéressant le fait qu'on joue sur la couleur et qu'on nous parle d'un monde post-apocalyptique où tout ce qui fait la beauté de la vie, c'est-à-dire la couleur, a disparu. Donc l'originalité de l'histoire me plaît beaucoup. L'édition aussi est très bien, c'est du lourd, hein. Franchement c'est vraiment c'est Shiba Edition, je connaissais pas, mais je trouve que c'était vraiment très bien réussi. Et là j'ai pris au hasard, mais vous voyez, de temps en temps vous avez un petit moment de coloration comme ça qui est plutôt bien. Voilà, j'ai mon sentiment, un peu de la déception quand même, un peu beaucoup, disons, c'est dommage parce que ça aurait pu être très très bien, mais en fait, pour moi j'ai l'impression que c'est un gros brouillon et que ça manque de finesse, ça aurait dû être affiné un peu avant de sortir, voilà, c'est un peu mon ressenti sur ce titre-là. À la place numéro 8, un titre qui m'a fait craquer à cause de sa couverture, hein. Vous connaissez mon amour pour les beaux packaging, et c'est La sorcière aux champignons. J'avais lu le tome 1, j'avais fait une vidéo un peu sorcière pour Halloween je crois, et j'avais lu le tome 1 de La sorcière aux champignons que j'avais trouvé vraiment pas mal du tout, en tout cas prometteur. Et j'ai lu le 2, le 3 et le 4 qui vient tout juste de sortir, et c'est un shoujo manga, ou en tout cas estampillé comme tel. Ce manga parle d'une jeune femme qui est une sorcière aux champignons, c'est-à-dire que elle fait de la magie noire. Alors il y a un monde où il y a des sorcières de magie blanche et des sorcières de magie noire. Elle est dans le clan des sorcières noires. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas au service de la royauté, mais néanmoins elle a le pouvoir d'absorber les poisons, et ce qui fait d'elle eh bien une sorcière que tout le monde redoute, alors que en fait elle est là pour le bienfait de tous, puisque ces champignons et elle-même absorbe la toxicité du monde, et donc bah, finalement c'est une sorcière dont tout le monde a besoin. Et on suit ses aventures qui n'étaient pas très joyeuses parce qu'elle est très seule, puisque sa peau est toxique, elle ne peut approcher personne, jusqu'au jour où elle recueille un petit garçon qui était voué à être tué, et donc elle a décidé d'assurer sa protection et de lui apprendre des sorts pour que eh bien, lui ne devienne pas le fameux enfant de la ruine, c'est-à-dire un enfant qui a pour destinée de détruire une bonne partie de l'humanité, en tout cas de causer de nombreuses catastrophes. Et donc on suit cette jolie histoire qui mélange contes de fées, qui mélange princes, royaumes, croyances magiques, tout ça saupoudré de petits personnages mignons. Donc c'est un univers qui, je trouve, est très étoffé. Ça c'est la première chose qui m'a plu dans ce manga. On sent bien que l'auteur ou l'autrice a pensé à tout, jusqu'au moindre détail. Tout l'univers a été réfléchi, chaque champignon, chaque tenue, l'endroit où la sorcière vit, etc. Donc c'est vraiment très sympa à lire parce qu'il y a un univers qui est très identifiable. Ce qui me plaît un peu moins, c'est que parfois c'est un petit peu lent, c'est-à-dire qu'on aimerait quand même que ça accélère un peu, qu'il se passe quelque chose, parce qu'il y a un fort côté slice of life que j'aime bien, mais parfois il faut du dosage, hein. En tout cas de la manière dont c'est raconté, parfois il y a quand même des longueurs. Et aussi de temps en temps, faut le dire, c'est mignon, mais parfois c'est un peu niais. Vraiment ça convient à un public qui est assez jeune, parce que les méchants, bon voilà, ils font rien de mal finalement, et ça reste du très mignon, et ouais, des fois on aimerait que ça pète un peu plus. Mais bon, c'est du shoujo encore une fois, donc c'est destiné à un public plus jeune, donc peut-être c'est pour ça aussi que ça me convient pas, mais ça reste très agréable à lire, ça reste une histoire très mignonne, très sympa. Si vous aimez le conte de fées, les chats, les esprits protecteurs de la forêt, bah là voilà, vous avez votre conte. C'est vraiment très sympa, plein de bons sentiments, plein de jolies choses, voilà. C'est très mignon, c'est très mignon, mais moi des fois ça me manque un peu de... ouais, un peu d'action quoi. À la place
place numéro 7, une nouveauté qui me semble très prometteuse et je vous parle de Jumbo Max, un titre de Tsutomu Takahashi. Donc le pitch est assez original, c'est l'histoire de cet homme qui a trouvé une femme qui avait déjà eu un premier mariage et donc elle se remarie avec lui et un jour elle lui dit bah j'attends un enfant. Vous allez me dire rien de spécial sauf que monsieur ne peut pas avoir d'enfant. Donc bah, il se pose plein de questions et il se trouve qu'un jour il tombe sur un type un peu chelou et qui lui donne une pilule miracle et alors bah, lui il se dit comme il est pharmacien il se dit bah faut que je recrée cette pilule parce que c'est absolument formidable et donc vous avez une troisième comparse qui a un laboratoire ou en tout cas qui s'occupe d'un laboratoire et qui les aide dans leur combine. On sait pas où ça va partir à la fin de ce premier tome, c'est ultra original, c'est haletant. Tsutomu Takahashi c'est vraiment un auteur que j'adore parce qu'il arrive comme ça à nous prendre dans des histoires un peu farfelues. On sait pas, est-ce que ça va partir en Breaking Bad, est-ce que ça va partir en Esprit, est-ce que ça va partir en... je ne sais pas, en tout cas ce premier tome est ultra prometteur. J'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Je veux pas juger trop vite en vous disant quoi ça y est c'est génial. Non là on pose vraiment les bases de l'histoire mais comme dit hein, ça risque vraiment d'être pas mal. J'ai hâte de découvrir la suite. J'attends d'en voir plus pour vraiment me faire une idée mais pour l'instant je trouve que c'est la bonne place du classement parce que c'est pas mal, ça titille ma curiosité. Toujours ce dessin évidemment caractéristique de Tsutomu Takahashi qu'on aime beaucoup. L'histoire est intéressante, la narration est assez rythmée, je me suis pas du tout ennuyée, j'avais envie de savoir la suite. Les personnages vraiment c'est très réaliste donc c'était vraiment une histoire intéressante. Est-ce que c'est le futur baron de la drogue? On va voir ça. J'espère que ce sera un peu mieux que Manchuria Opium Squad. Mais ouais, non, très bien, très bon début de Jumbo Max. Ouais, hâte de voir la suite. À la place numéro 6, encore une nouveauté et franchement c'était une très bonne surprise. C'est Ron Kamonohashi et honnêtement je pense que c'était ce que j'aurais aimé lire quand j'ai lu Moriarty. On sent vraiment l'inspiration de Sherlock Holmes avec son ami Watson parce qu'on a ce détective là qui était le plus grand détective de son école mais qui a un pouvoir assez particulier, mais c'est un excellent détective avec bien entendu un caractère très particulier mais très amusant. Donc c'est très drôle en fait de suivre les facéties de ce détective de génie. Les personnages c'est ce qui fait vraiment le sel de ce manga parce que très honnêtement c'est pas les enquêtes qui sont fascinantes hein. Ouais, ça reste quand même très bas de plafond, c'est pas génial. Je pense qu'il aurait peut-être dû lire davantage de Conan Doyle l'auteur parce que ouais vraiment les intrigues ouais, c'est vraiment pas terrible mais en tout cas on rit beaucoup, on sourit beaucoup. Moi ça m'a beaucoup amusé de suivre les aventures de ce détective et de son ami, des situations assez marrantes avec des personnages aussi assez drôles et puis des scènes qui le sont tout autant. Donc c'était vraiment hein, j'ai passé un bon moment mais il faut dire que ça joue beaucoup sur la personnalité du personnage principal. Ouais c'est vraiment bien grâce à ça. Vraiment bien grâce à ça. C'est pas du tout les enquêtes qui sont bien. C'est vraiment le perso principal et puis disons les situations dans lesquelles il se retrouve c'est complètement farfelu. Des fois on se rend compte que c'est ridicule mais justement c'est ça qui est drôle et je pense que c'est un manga qui se prend pas au sérieux, qui sait très bien qu'il se prend pas au sérieux mais qui arrive à rendre empathique le lecteur. Et donc c'est pour ça que moi je suis complètement tombée dedans, j'aime beaucoup. Je dirais la suite de ces enquêtes, si on peut appeler ça comme ça, avec grand plaisir parce que vraiment ouais, les persos en valent le coup, les situations marrantes aussi. Et puis la chef également je l'appelle Watson mais je sais plus son nom, est drôle aussi. Donc ouais non c'est plutôt bien. Lisez pas ça si vous voulez des enquêtes de fou hein. C'est vraiment plus pour les personnages qui sont amusants qu'autre chose mais c'était une belle découverte. Je regrette pas du tout d'avoir pris ces 2 tomes dans le coffret là. Une belle nouveauté, belle découverte et donc si vous aimez ce genre de manga qui allie enquête, pas enquête compliquée et comédie, bah, c'est fait pour vous. À la place numéro 5, My Happy Marriage, le tome numéro 2. D'ailleurs, j'ai acheté ce tome numéro 2 grâce à vous, et oui, parce que vous avez utilisé mon code Rakuten. Vraiment, c'est super gentil. Code Rakuten, c'est très simple. Pour chaque première commande sur le site Rakuten d'au moins 20 €, bien si vous utilisez mon code, vous avez 10 € de réduction. Il suffit de s'inscrire sur le Club R, c'est juste votre adresse mail, quoi. Et ben voilà, donc vous faites votre commande d'au moins 20 €, vous mettez le code, vous avez moins 10 €, et moi je gagne 10 points à dépenser sur le site.
et j'avais utilisé 10 points grâce à vous et j'ai acheté ce titre là, My Happy Mariage. Donc merci beaucoup, ça montre votre soutien et en plus ça me fait trop plaisir de me dire que vous avez pensé à moi. C'est vraiment trop mignon, donc merci du fond du cœur. Oh, qu'est-ce que j'étais contente de retrouver nos deux tourtereaux, la jeune Mio et son futur époux, comment il s'appelle déjà? Kudo. Et donc que vous voyez ici. Donc cette jeune fille a été complètement maltraitée dans sa jeunesse parce qu'elle n'avait pas de pouvoir magique et on l'a obligée d'aller se fiancer à cet homme-là qui a rejeté tout un tas de femmes et qui a comme réputation d'être un être très froid et très dur à vivre. Finalement, ces deux-là étaient faits pour se rencontrer, donc c'est très mignon, sauf que évidemment tout ne se passe pas très paisiblement. On a la sœur qui tyrannisait Mio qui refait son apparition. On a des événements un peu douloureux qui arrivent et la fin donne envie de lire la suite très vite. Adrien vous dirait que c'est niais, mais moi j'adore. On peut pas dire que l'histoire soit ultra originale, on s'attend à ce qui va se passer, mais néanmoins ça reste très agréable à lire. Il y a du romantisme, mais c'est pas une honte. Moi j'aime beaucoup, en tout cas, la relation entre ces deux personnages. En plus ça ne se passe pas de nos jours, donc vous avez encore beaucoup de traditions, des costumes anciens. Je pense que ça se passe dans les années 1920 ou quelque chose comme ça, puisque vous avez tout le décor, l'ancienne technologie en tout cas qui est montrée à ce moment-là, avec une petite touche de surnaturel et beaucoup de cœur qui bat. Donc, non mais franchement j'aime bien ce titre, c'est un bon shoujo, honnêtement c'est un bon shoujo, moi je trouve ça bien, les deux personnages, on les aime bien et ce sont des vrais gentils. Ouais écoutez, oui, la gentillesse, l'amour, parfois ça fait du bien, et puis les méchantes qui sont des vrais méchants, des vraies pestes comme on les déteste, ce qui fait que moi j'aime beaucoup My Happy Mariage, sans grande surprise mais avec des petites touches d'originalité qui font que je continue avec grand plaisir la lecture et que je place à cette place du classement. À la quatrième place, Mibu Gishiden, le tome numéro 2. Alors, on observe à travers ce titre l'histoire d'un samouraï à la fin de l'ère Edo, à la restauration Meiji. Et ce samouraï là qui avait rejoint le Shinsengumi essaye de revenir dans son ancien clan. En fait il était parti pour la thune. Donc évidemment quand il revient chez son ancien clan, il n'est pas accueilli aux bras ouverts. On a l'histoire de ce samouraï vu à travers les yeux d'un de ses collègues. Très intéressant à voir comment ça s'est passé, de voir un peu de l'intérieur finalement ce changement d'air qu'il y a eu au Japon et de voir la grande histoire à travers les yeux de la petite histoire, c'est-à-dire de personnages qui ont fait cette histoire et qui ont agi parfois aussi pour leur intérêt personnel. J'ai trouvé moins long que le tome numéro 1. J'avais fait ce reproche au tome 1 d'être un peu long parce que de la page 1 à la dernière page on avait exactement la même scène, c'est-à-dire qu'on n'avait pas bougé d'un iota. Là ça va un peu mieux, on montre davantage d'action, on montre davantage de choses qui se sont passées et non, j'ai bien apprécié franchement cette lecture de Mibu Gishiden. J'aime de plus en plus ce titre. Je suis pressée de voir le tome 3 parce qu'on replonge dans cet univers et d'ailleurs je dois dire que c'est aussi ultra bien dessiné. On a des détails, on a le Japon ancien, le jambon, n'importe quoi, le Japon ancien qui est très bien mis en valeur et aussi des combats de sabre qui sont bien. On voit vraiment des petites scénettes de voir que finalement les samouraïs ils étaient aussi avec un cœur, que l'histoire en a retenu d'eux des assassins, des meurtriers parce qu'ils étaient très forts mais qu'ils avaient aussi leur bon côté ou des côtés plus humains et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant de rentrer plus en avant dans la psychologie de ces samouraïs qui ont changé le cours de l'histoire du Japon. Vraiment un très bon titre. Honnêtement, le tome 1 j'étais un peu mitigée, mais là le tome 2 je suis de plus en plus convaincue et j'ai vraiment hâte de lire la suite. À la place numéro 3, je pense aussi que ce titre va vous surprendre. C'était une recommandation de mon libraire et au début je vous avoue que j'ai un peu fait une drôle de tête quand il m'a proposé ça. Après je me suis dit bon allez vas-y on va tester. Et c'est Kaiju Girl caramélisé ou caramelizer, je ne sais pas trop comment on dit ça. Et j'ai tellement bien aimé ce premier titre que j'ai pris que j'ai acheté le tome 2 et le tome 3. Pareil, vous le verrez pas dans les achats manga précédents parce que c'est vraiment frais de chez frais. Mais ouais, parce que j'avais trop aimé le tome 1, je trouvais que c'était vraiment chouette comme histoire et donc
donc j'ai acheté le 2 et le 3 et j'en suis vraiment très contente. Je m'attendais pas à aimer ça. Ça parle de quoi? Ça parle de cette jeune fille qui a du mal à contrôler ses émotions et comment elle fait pour extérioriser du coup tout ce qu'elle ressent. Bah, elle se transforme en kaiju. C'est vrai que c'est très bizarre. L'histoire va se centrer sur le moment de sa rencontre avec un jeune garçon, le beau gosse bien évidemment de son établissement scolaire, et ces deux-là vont se rapprocher et donc bah, elle, évidemment une jeune fille hein, dont le cœur commence à être amoureux, bah, les émotions explosent et donc elle se transforme en kaiju. Et en vrai ça donne des situations qui sont très marrantes et le gros point positif pour moi de ce manga c'est que c'est complètement loufoque et en même temps la jeune fille elle se rend bien compte que c'est pas du tout normal ce qui lui arrive. Elle dit mais comment ça se fait, je me transforme en kaiju, mais je suis pas normale, qu'est-ce qui se passe, maman faut m'enfermer, etc. Des réactions tout à fait réalistes dans un monde complètement loufoque et c'est le gros point fort de ce manga qui arrive à allier quand même des choses fantastiques, mystiques avec la réalité d'une jeune lycéenne qui veut vivre sa vie de lycéenne ou de collégienne aussi, de lycéenne. Et qu'elle est amoureuse là, de son petit copain et franchement c'est très drôle avec des fangirls complètement dingues qui veulent se faire écraser par les kaiju, les autres filles du lycée complètement jalouses parce qu'elle sort avec le beau gosse lui qui a l'air d'être sur la lune ou sur une autre planète et c'est vraiment très drôle avec la mère aussi qui est super marrante, en tout cas on sent qu'il cache des choses mais c'est vraiment bien avec le chien qui fait toujours n'importe quoi, donc beaucoup de gags, beaucoup d'humour et ça, je trouve que c'est un beau mélange, un mélange assez détonnant. J'ai jamais entendu parler de ce titre avant d'aller en librairie et ben franchement c'est une belle découverte. Trouvez ça chez Ototo, comme ça qu'on dit. Et c'est écrit par Spika Aoki. Le dessin en plus est très mignon. Ouais, bah voilà, c'est ce qu'on attend d'un shoujo. J'ai jamais vu un kaiju aussi mignon. Bon, ça reste un kaiju quand même. Mais voilà, un kaiju avec des cœurs dans les yeux. C'est très shoujoesque évidemment. Mais ouais, non, ça fait vraiment plaisir. Alors, il y a des petites réminiscences de Sakura avec sa copine qui aime bien lui donner des accoutrements. Moi j'aime bien ce petit style de dessin, très mignon, très kawaii, mais surtout c'est drôle. C'est drôle et ça vous met dans des situations où bah, franchement vous pensez que ça peut se passer. C'est comme si vous mettiez dans une histoire, on dirait mais qu'est-ce que moi je ferais à leur place, donc c'est très drôle. Donc si vous aimez la romance, la comédie, le school life et les kaiju, ce titre est fait pour vous et franchement c'était une bonne surprise. Très contente d'avoir pu découvrir ce titre, vraiment très original, très marrant, je valide complètement. À la place numéro 2 du classement, on retrouve notre avocat préféré avec Kujo l'implacable. Toujours autant de plaisir à lire les aventures de Kujo dans un monde sombre où la dure réalité se met face à vous et vous n'avez pas d'autre choix que de lutter avec vos propres armes et Kujo est là pour vous aider grâce à la loi et au droit à vous en sortir. Donc en fait Kujo c'est l'avocat de tous les malfrats, des yakuza, bref lui ce qu'il veut c'est que la loi soit appliquée peu importe ce que vous avez fait et donc évidemment il n'a pas une très bonne réputation dans le milieu et on continue de le suivre dans ses affaires. Là on va un peu plus loin dans sa psychologie, on voit ses mentors, on voit qu'il a eu deux types d'influences radicalement opposées, donc à voir vers quel type il va se ranger. On voit également comment sa famille le perçoit, notamment son frère qui fait son apparition ici. On essaye de comprendre ses motivations, et toujours dans des milieux assez particuliers, hein, dans les bas-fonds, chez les criminels, etc. Mais vraiment très très bien. Moi j'aime beaucoup Kujo, j'ai adoré le tome 1, le tome 2 ne fait que confirmer vraiment mon amour pour ce manga que je trouve vraiment excellent. Très bien, c'est vraiment la dure réalité, ça se tient, la narration est bien, on s'ennuie pas, on touche tous les aspects des motivations des personnes. Certains c'est l'argent, d'autres c'est la grandeur du métier, d'autres c'est appliquer la loi, d'autres c'est survivre dans ce monde qui est difficile, d'autres c'est récupérer tout simplement ce qu'on leur doit. Non, c'est vraiment, on a vraiment tout type de profils qui sont dans ce manga et c'est très bien réalisé, c'est très bien fait. Vraiment, Kujo l'implacable, un très bon manga, c'est pour public averti, mais honnêtement, j'ai adoré ce titre, adoré. Et en place numéro 1, je vous ai dit que ça allait être une surprise, je pense que personne s'y attend. C'est un titre, je vous garantis que le matin, j'étais contente de me lever pour le lire, et moi pour me lever le matin et être contente, c'est vraiment très
très compliqué parce que j'ai pas du tout du matin, je n'aime pas me lever, c'est comme ça. Mais en tout cas là je me disais, ah tiens je vais lire ça avant que la petite se réveille, avant que ma fille de 2 ans se réveille, donc petite soupape disons de respiration avant que la vraie journée commence. Et j'étais même contente de me lever un tout petit peu plus tôt pour pouvoir prendre cette respiration en lisant le manga La Maison des Maiko. Alors qu'est-ce que c'est que ce manga? C'est chez Noévé Graphique d'ailleurs. Là j'ai eu des maisons d'édition un peu ordinaires, j'ai eu Ototo pour Kaiju, j'ai eu Shiba Édition, j'ai eu des trucs un peu que j'ai pas l'habitude de prendre, mais là, quelle surprise! L'histoire est très simple. On suit cette jeune fille, elle a 16 ans, elle et son amie voulaient embrasser la carrière de Maiko. Et donc elles sont allées toutes les deux à Kyoto pour entrer dans une Yakata, c'est aussi le nom qu'on donne aux Okiya, pour apprendre l'art des Maiko. Sauf qu'elle, elle n'était pas très douée dans tout ce qui était danse, chant, bref, toutes les disciplines dans lesquelles doivent exceller les Maiko. Donc elle allait être envoyée chez elle jusqu'à ce que la cuisinière de la Yakata tombe, se fasse mal et ne puisse plus cuisiner. Elle a pris les choses en main et donc elle est devenue la cuisinière officielle de la maison. C'est tout doux comme manga, mais il ne se passe pas rien. C'est du slice of life qui est intéressant parce que on voit de l'intérieur la vie des Maiko, on voit ces jeunes femmes qui vivent en communauté et qui très jeunes doivent apprendre tous les codes pour perpétuer la tradition ancestrale de cet art. Donc on voit vraiment les artistes, comment elles sont élevées, comment elles apprennent, les différents rites de passage, comment ça se passe, le rythme de vie qu'elles ont aussi, comment ça se passe aussi quand elles ne sont plus Maiko, quand elles ont le droit enfin d'enlever cette coiffure caractéristique et de redevenir des jeunes filles normales. Et c'est super intéressant. Vous avez aussi plein de petites recettes. Alors moi qui cuisine pas du tout je suis épatée d'avoir été accrochée par ce manga. Ce manga se lit avec bonheur. Le matin, j'ai adoré, je vous dis, mes petites matinées à feuilleter ce manga, à lire ce manga avec grande passion. Je sais qu'il va y avoir à peu près 20 tomes. Si les informations que j'ai lues sont correctes, je me dis ça va être 21 matinées de bonheur. Je m'en réjouis d'avance. Je suis même triste qu'il n'y en ait que 21 parce que c'est vraiment un bonheur de dire ça. C'est calme, ça vous fait respirer, c'est doux, c'est joli. Petite recette comme ça. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est cette douceur, cette tradition japonaise, cette jeune fille qui est contente de voir ses grandes sœurs ou en tout cas son amie réussir dans cet art très difficile que sont les Maiko, et plein de petites informations disséminées ici et là pour comprendre comment les Maiko vivent aujourd'hui. Évidemment ça plaira pas à tout le monde, mais je vous garantis que si c'est votre truc, vous allez avoir un coup de cœur pour ce manga. Vraiment c'est un peu ça passe sous sa case. On parle costume traditionnel, on parle recettes, on parle vie en communauté chez des jeunes filles, de ce qu'elles ont le droit de faire, ce qu'elles n'ont pas le droit de faire, ce qu'elles doivent apprendre, ce qu'elles doivent savoir, à quel les rites de passage, la vie quotidienne dans la maison des Maiko. Une vraie surprise et surtout un vrai régal. J'ai adoré ce petit bonbon matinal qui est la maison des Maiko, et j'ai appris d'ailleurs qu'il y avait une série sur Netflix. Moi je suis pas trop live action, je suis toujours un peu déçue, mais là c'était un vrai bonheur. J'espère que le prochain tome, le tome numéro 4 arrivera très bientôt. Il est prévu pour juillet et je suis déjà allée voir pour vous dire à quel point je suis accro. Et j'espère que la sortie ne sera pas repoussée parce que je connais la réputation de Noévé Graphics. Mais non, vraiment gros coup de cœur sur la maison des Maiko. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire votre top flop à vous de vos dernières lectures, n'hésitez pas non plus à vous abonner, on devient de plus en plus nombreux, merci beaucoup, ça me fait trop plaisir, ça me motive vraiment beaucoup pour continuer les vidéos parce que c'est quand même du boulot et franchement, me sentir soutenue, enfin nous parce qu'Adrien aussi participe très régulièrement aux vidéos, vraiment ça nous fait chaud au cœur, donc merci à vous tous d'être là, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois, et puis moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, salut!